Bienvenue dans Speedrun à la loupe, l'émission qui décrypte et analyse les meilleurs speedruns. Aujourd'hui, on réembarque dans une aventure monumentale, un jeu qui a marqué toute une génération. Des journées entières à y jouer quand j'étais petit ou à regarder la série à la télé. Un phénomène, Pokémon. Sorti en 99 chez nous sur Game Boy, en 2 versions, Pokémon est un RPG, un jeu de rôle, dans lequel on incarne un dresseur de petits monstres. En quête de devenir l'un des meilleurs, et pourquoi pas, de tous les capturer. Une expérience innovante pour l'époque, surtout sur console portable. Un gameplay qu'on n'avait jamais vu, un univers ambitieux, poussant le joueur à faire évoluer son équipe, battre tous les dresseurs sur sa route et acquérir le titre de maître Pokémon. Le génie d'avoir décliné ce jeu en 2 versions nous permettait surtout d'échanger les Pokémon exclusifs à chaque édition. De quoi prolonger considérablement la durée de vie et enrichir l'aventure, bien au-delà de la quête principale. Et faut que je vous prévienne tout de suite, contrairement à la plupart des jeux qu'on a étudiés jusque-là, que les speedrunners ont exploré dans les limites du possible, pour faire des prouesses de fou, ou même extraire des données ça et là, Pokémon est à part. Il a été entièrement désassemblé. Concrètement, ça signifie que le code du jeu, normalement illisible et inconnu du grand public, a réussi à être traduit ligne par ligne par la communauté. Et résultat, un projet de passionné a réussi à reconstruire le jeu dans son intégralité. Les scripts, les combats, la chance, les interactions internes, tout a été disséqué. Le jeu n'est plus une boîte noire, il n'a pratiquement plus aucun secret sur ses mécanismes. Et en speedrun ça change tout, vous allez voir. Pour la catégorie, Pokémon se run généralement de 3 façons. La première, any % glitchless, finir le jeu le plus vite possible, sans utiliser des bugs. C'est la catégorie la plus populaire aujourd'hui. Des centaines de joueurs la run chaque année, parfois même dans des courses endiablées. C'est très sympa à regarder. Le record actuel tourne autour d'1h43 minutes. Ensuite, il y a la catégorie any %. Là, tous les coups sont permis. Le record actuel est de 1 minute 17. Typiquement, je peux vous la résumer en 2 secondes. On sauvegarde au tout début du jeu, puis on éteint la console rapidement, pendant la sauvegarde. Et résultat, la dite sauvegarde est corrompue. Si on la recharge derrière, on peut abuser du jeu qui est complètement cassé. En faisant des trucs bizarres ça et là, on se retrouve en un clin d'œil à la fin du jeu. Je rentre pas dans les détails, mais c'est assez abusé. J'ai donc choisi la catégorie intermédiaire, la any % NSC. Ici, les bugs sont autorisés, mais la corruption de sauvegarde est interdite. C'est un entre-deux intéressant, qui va obliger le runner à être très rigoureux, dans une course courte, mais qui peut s'écrouler très vite. Et en parlant du runner, je vous présente Grogear. Grogear, c'est l'un des runners français les plus respectés de la communauté Pokémon. Il détient le record du monde sur les 2 catégories principales, mais aussi sur Pokémon Jaune, et même sur Tintin au Tibet. Et oui, il speedrun les jeux qu'il veut, il a le droit. Allez. S'il te plaît. Oh putain. Oh, j'ai cru qu'il allait me toucher. Oh. Let's go. Fin connaisseur de la licence et de toutes ses mécaniques, c'est un véritable spécialiste du sujet. En plus d'être un passionné hors pair, il m'a énormément aidé à comprendre cette run. Il y a une probabilité que l'ACE... En me fournissant une quantité impressionnante d'informations sur cette course qui va peut-être vous paraître lente, avec un rythme particulier, mais qui regorge jusqu'à la fin de pépites insoupçonnées. Alors sans plus attendre, plongeons dans la région de Kanto pour vivre une aventure vers le Panthéon, expédiée en seulement 11 minutes et 27 secondes. Et pour finir cette longue introduction, je vous montre quand même la rencontre que j'ai eue avec le runner. Ça s'est à peu près passé comme ça. Il me connaissait pas, c'est normal. Alors il s'est abonné à la chaîne, comme vous je l'espère, et on a enfin pu démarrer la vidéo.
Le jeu commence à peine, mais ça fait déjà 2 minutes que la run se joue à très haut niveau. Mais avant, petit point sur les règles. Avant même que le chrono démarre, le runner doit effectuer une action bien précise. Il maintient O, Select et B en même temps. Ça ouvre un menu caché, prévu par le jeu, qui permet d'effacer proprement les données de la cartouche. Pourquoi ? Pour éviter toute triche potentielle. Par exemple, une sauvegarde déjà présente qui pourrait influencer la run d'une quelconque manière. À chaque début de run, Gros Gear doit montrer explicitement qu'il supprime bien les données. Sans cette preuve visuelle, la run ne sera tout simplement pas acceptée. Une formalité en apparence anodine, mais à la longue, extrêmement répétitive. Mais bon, c'est les règles. Il efface les données, redémarre ensuite le jeu, et un autre élément obligatoire doit apparaître à l'écran. Si vous voulez runner Pokémon sur émulateur, vous devez utiliser un émulateur approuvé par la communauté. Au lancement, le logiciel affiche clairement sa version, 717 ici, ainsi que la version exacte du jeu, Pokémon bleu ici, représentée par une série de caractères. Chaque version possède une identification précise, et elle doit donc être visible au début de chaque run. Là encore, c'est pour s'assurer que les runners utilisent exactement les mêmes outils. Parce que vous allez le voir très vite, ces jeux sont tellement permissifs, remplis de comportements inattendus et exploitables, que sans un cadre strict, les dérives seraient impossibles à contrôler. C'est passé inaperçu, mais le jeu a déjà été, comment dire, manipulé. Si vous consultez les statistiques d'un Pokémon en cours de partie, pour voir sa vitesse ou sa force par exemple, vous y verrez aussi un numéro particulier. Il est identique sur tous les Pokémon, et c'est normal. Ce numéro vous concerne. C'est votre identifiant de dresseur, le Trainer ID. Cet identifiant sert à distinguer les Pokémon que vous avez capturés vous-même, qui vous appartiennent donc, de ceux reçus par échange. Si l'ID diffère, ça signifie que le Pokémon a en effet appartenu à un autre dresseur avant vous. En combat, un Pokémon échangé gagne plus d'expérience que la normale. Mais il peut parfois désobéir. Une mécanique assez maligne, pensée pour encourager les échanges entre joueurs. Le Trainer ID est généré au moment précis où vous démarrez une nouvelle partie. Il peut prendre une valeur comprise entre 0 et 65 535, de manière complètement aléatoire. J'ai lancé 5 parties différentes, et à chaque fois un numéro distinct. Logique. Mais pour sa run, Gros Gear a besoin d'un Trainer ID bien précis, le 11 870. Une chance sur 65 536 en théorie. 0,0015%. Impossible. Et pourtant, en maintenant bas et A pendant l'écran Game Boy, puis Start juste avant l'écran Game Freak, et en le relâchant juste derrière, en appuyant sur A juste après le troisième saut de Rondoudou, puis en attendant le départ de Carapuce pour appuyer sur Start, et enfin en naviguant rapidement dans le menu Options et revenir au menu précédent pour sélectionner enfin Nouvelle partie, bingo! Le Trainer ID obtenu est exactement 11 870. Je peux pas le prouver car le runner ne va pas l'afficher pendant la run, mais c'est réel. Et à chaque run, il répète exactement cette séquence au début pour obtenir l'identifiant précis, avec 100% de réussite. Alors, on verra plus tard à quoi sert ce numéro, et surtout comment cette succession d'inputs un peu absurde permet de le cibler avec une telle fiabilité. Mais gardez simplement en tête que cet enchaînement particulier est le résultat de milliers d'heures de recherche menées par la communauté speedrun du jeu. Affaire à suivre, faites-moi confiance. La nouvelle partie lancée, il est temps de nommer le personnage. On peut choisir un nom prédéfini, ce qui est d'ailleurs le plus rapide en théorie. Mais Gros Gear préfère entrer un nom composé de caractères très spécifiques, via un menuing particulièrement dense. C'est propre, maîtrisé et millimétré. À la moindre erreur de lettre, c'est reset immédiat. Du moins si on vise le record du monde. Dans les autres runs que j'ai vus, ça se passait comme ça. Ou comme ça. Oh la vache! Oh, c'était dégueulasse! Oh, c'était dégueulasse, monsieur. Mais sur une run de ce niveau, perdre ne serait-ce qu'un centième de seconde à ce stade n'est pas vraiment envisageable. Quant à ce nom un peu loufoque, il trouvera son utilité plus tard, comme d'habitude. Rien n'est laissé au hasard, vous le savez. Je viens de dire que perdre une fraction de seconde n'est pas envisageable, et pourtant... Lorsqu'il choisit ensuite le nom de son rival, quelque chose cloche. Vous voyez? Il met un tout petit peu de temps à valider. Il avait bien maintenu bas et A pour enchaîner immédiatement, mais l'input n'est pas vraiment propre.
il corrige et revalide. Ça aurait pu être aussi rapide que ça. Une perte de temps infime, quasiment invisible. Mais dans une run aussi courte et optimisée, chaque micro-retard entre forcément dans l'équation. Il faut comprendre un point essentiel du speedrunning en général. Grogear a probablement lancé cette catégorie des milliers de fois. Les resets, les inputs au début, le choix des prénoms, tout ça devient extrêmement répétitif. Et l'ennui, il peut arriver. Même s'il sait qu'il a laissé filer quelques centièmes ici, il a simplement estimé que c'était pas suffisant pour reset. Alors il continue. Et il verra jusqu'où la run peut mener. Il m'a d'ailleurs confié qu'il était presque en train de faire autre chose à côté pendant la run. Un peu en mode pilote automatique quoi. S'il avait su qu'il allait se redresser d'un coup sur sa chaise dans quelques minutes, l'ambiance aurait été sans doute différente. Allez, l'aventure commence. Un premier combat qui s'est plutôt bien passé, malgré une légère sous-optimisation à la fin. Mais parlons déjà de quelques ajustements. À peine arrivé dans la partie, la première chose qu'il fait c'est ouvrir les options pour modifier ces deux paramètres essentiels à la run. La vitesse de déplacement des textes, qu'il règle au plus rapide, et les animations de combat, qu'il désactive complètement. Ne soyez donc pas surpris si vous ne voyez pas ces animations pendant la run. Inutilement chronophage ici, logique. Il aurait pu faire ces réglages avant même de lancer la partie, mais comme il était occupé à réaliser la manipulation du dresseur, il est obligé d'aller dans ce menu une fois la run commencée, pas le choix. Après cet énième réglage qu'il faut faire à chaque fois aussi, on peut enfin contrôler le personnage. Se déplacer dans Pokémon est en apparence très simple. Le personnage évolue en fait sur une grille invisible, case par case. Une fois une direction engagée, impossible d'en changer en cours de mouvement. Il faut attendre d'avoir complètement atteint la case suivante pour enchaîner. Résultat, il faut avoir un rythme parfaitement dans les doigts. Sinon on accroche un mur, on se décale d'une case, on casse le tempo. Les déplacements peuvent vite devenir un peu hachés, avec du déchet ici et là. Mais il existe une technique utilisée par les runners pour éliminer toute perte de mouvement et suivre des trajectoires absolument parfaites. Frame perfect même. Le buffering. Comme on l'a dit, quand on se déplace, le jeu devient temporairement indisponible avant d'accepter l'input suivant. Mais en réalité, le jeu autorise le buffer. On peut pré-entrer la commande suivante en la maintenant avant même d'avoir le contrôle. Et à la première frame disponible, hop, elle est appliquée. En speedrun, chaque déplacement et chaque action est buffer. L'idée est simple, relâcher l'input précédent, puis pré-maintenir le suivant pour qu'il soit pris frame perfect. C'est un coup à prendre, mais une fois maîtrisé, les trajectoires deviennent parfaitement fluides. Et ce système ne concerne pas que les déplacements, il est partout dans le jeu. Vous voulez consulter votre équipe à la vitesse de l'éclair? Ne faites pas pause et A comme tout le monde, c'est trop lent.
Faites pause et maintenez A direct. L'input sera rentré directement quand le jeu le permettra, et le menu Pokémon s'ouvrira à la première frame possible. Vous voulez lire un panneau au plus vite? Maintenez A pendant que votre personnage arrive sur la case. Le texte s'ouvrira direct. Une optimisation majeure pour cette course, utilisée depuis les premières secondes. Vous l'avez peut-être pas vu, mais regardez quand le runner a nommé son personnage. Normalement, on arrive sur l'écran de sélection, on choisit, et on avance. Mais dans la run, l'écran intermédiaire semble presque inexistant. Groguier est redirigé direct sur la première suggestion. En ralentissant, on aperçoit pourtant l'écran une fraction de seconde, tronqué. C'est parce qu'il a été buffer. Il a maintenu A avant même que l'écran n'apparaisse, validant le premier choix pendant le chargement de l'écran. En résumé, tout est buffer et donc optimisé. Une technique utilisée dans son premier combat d'ailleurs. Mais avant, parlons un peu du choix de son Pokémon de départ. Les 3 starters, comme on dit, sont Salamèche, Carapuce et Bulbizarre. Chacun a un avantage élémentaire par rapport à l'autre. Dans cette catégorie, ça n'a pas vraiment d'importance. Groguier choisit simplement le Pokémon le plus proche de lui. C'est ce qui coûte le moins de temps sur tous les scénarios. Si on calcule tous les temps de marche, les dialogues, jusqu'au combat, Salamèche reste le plus optimal. Et quoi de mieux qu'un rival bien énervé pour tester ce premier Pokémon? Pour rappel, les combats se jouent au tour par tour. On choisit nos actions en début de tour, puis elles s'exécutent ensuite. Celui qui possède la stat de vitesse la plus élevée attaque en premier. Salamèche étant plus rapide que Carapuce, il frappera toujours en premier dans ses runs. Et sur le papier, ce combat est très simple. Mais en pratique, Groguier reset la partie les 3/4 du temps. Car tout ce qui s'y passe conditionne la suite de la run, direct. L'objectif est clair, terminer le combat en un minimum de tours. Et ici le hasard, la chance, décide entièrement. On enchaîne donc les attaques en espérant toucher avec un coup critique pour infliger plus de dégâts, se prendre un coup critique nous-mêmes éventuellement, éviter les attaques ratées, et surtout, prier pour que Carapuce n'enchaîne pas Mimiqueux, une attaque qui baisse notre défense, mais qui nous fait pas perdre de vie, et qui en plus est légèrement longue. Un festival de variables qui peut très vite tourner au fiasco. Et dans sa run, Groguier s'en sort assez bien. Le combat dure seulement 5 tours, et surtout son Pokémon perd. S'il avait gagné, Salamèche serait monté niveau 6. Il aurait fallu subir le texte d'augmentation de niveau, puis celui qui annonce le gain d'une somme d'argent. Alors qu'ici, avec Salamèche KO, fin du combat, aucun texte supplémentaire, merci au revoir. La chance est déjà de son côté, et ça commence à rendre cette run intéressante. Il s'est d'ailleurs déjà approché dans le passé d'un combat presque parfait, en enchaînant les coups critiques, pendant que Carapuce ratait ses attaques. Un scénario idéal pour gagner énormément de temps, mais qui arrive extrêmement rarement. Au passage, remarquez qu'il buffer A à chaque action, pour que attaquer soit validé direct et atteindre l'écran suivant en une frame. Mais j'ai malgré tout classé cette séquence comme petite erreur. À la toute fin du combat, sachant qu'il allait tomber au prochain coup adverse, il lance quand même Griffe. Alors que l'animation de Griffe est légèrement plus longue que celle du rugissement, qui lui aurait fait économiser quelques frames. Ah, dans une run où chaque milliseconde compte, ces micros-optis ont leur importance. Et il l'a reconnu lui-même. C'était pas le choix le plus judicieux. Une première partie de run en demi-teinte malgré tout, avec 2,7 secondes de retard sur son précédent record. Direction maintenant la première ville de Jadiel, pour aller faire une commission pour le professeur Shen et traverser la route 1.
Pendant que nos héros récupèrent le Pokédex, il y a eu quelques micro-optimisations assez sympas. Mais faisons un focus sur la chance qu'a eu le runner sur le trajet. Pour atteindre la ville au nord, il faut traverser cette route, jonchée de hautes herbes. C'est le premier terrain de jeu où on peut rencontrer des Pokémon sauvages, s'entraîner ou en capturer. Problème, chaque rencontre est une catastrophe dans cette catégorie. Et là les gars, voilà. J'allais dire c'est le moment de prier pour pas avoir de rencontre, et ben je vais me faire foutre, quoi. Un combat, c'est environ 10 bonnes secondes de perdu. Voilà. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase, hein. Je me suis fait prendre par le callback, là. Entre l'écran de transition, l'apparition des Pokémon, et la fuite du combat qu'il faut sélectionner ensuite. C'est aussi un des moments où la majorité des runs sont reset, pour des raisons évidentes. À la rigueur, un combat peut parfois être toléré, Ah, on aura le petit fight à la fin qui va goumer 9 secondes. mais c'est pas idéal. On a failli avoir la route imparfaite. Mais c'est aussi ce qui rend cette catégorie frustrante en vrai. Ne jamais dépasser les 3 minutes. Malgré des centaines de tentatives, imaginez la boucle. Combat, reset, effacement des données, manipulation du trainer ID, début du jeu, encore et encore. Rejouer sans cesse ces 2 premières minutes pour échouer toujours ici, c'est hyper éprouvant. À chaque case d'herbe traversée, il y a environ 10% de chance qu'un combat s'enclenche. Et pour rejoindre la ville, Groguer doit en parcourir 16. Statistiquement, les probabilités ne sont pas en sa faveur. Et pourtant, aucun combat ne se déclenche. C'est plutôt chanceux. Groguer a même fait un tableau des probabilités. Il avait 20% de chance d'avoir ce scénario. 0 combat donc. Mais le plus souvent, c'est 1 voire 2 rencontres. Mais sachez que les concepts de chance ou de hasard n'existent pas dans un jeu vidéo en soi. On parlera plutôt de RNG. Tout logiciel informatique, et donc tout jeu vidéo, est incapable de produire ce qu'on appelle la chance, c'est-à-dire un concept un peu abstrait finalement pour nous humains. Un ordinateur ne fait qu'exécuter les instructions du code, ne laissant aucune place au hasard, car au niveau le plus bas, c'est qu'une suite de 0 ou de 1, aucune ambiguïté. Pourtant, les jeux doivent produire des situations variées pour être un minimum intéressant. Des butins différents dans un coffre, un boss qui n'utilise pas toujours la même attaque, un lancer de dés dans un mini-jeu, ou encore un coup critique à un moment inattendu. Bref, vous voyez le truc. Pour simuler cette chance, cette variabilité, les développeurs utilisent ce qu'on appelle un générateur de nombres aléatoires, ou RNG comme on dit. C'est le jeu qui possède simplement une valeur en interne qui évolue au besoin. Lorsqu'un résultat aléatoire est nécessaire, le jeu va interroger la valeur actuelle, lui faire faire un petit calcul, et hop, un nouveau numéro est généré. Si on rend lisible cette valeur, qui serait entre 0 et 100 pour ce jeu par exemple, la logique ensuite serait très simple. Si le numéro se trouve entre 30 et 100, vous pourriez avoir dans un coffre un objet commun. Entre 10 et 30, peu commun. Et entre 0 et 10, rare. C'est pas de la chance, c'est un nombre comparé à un seuil. Et ce principe, sous une forme ou une autre, existe dans pratiquement tous les jeux vidéo. Chaque action impliquant un facteur chance repose en réalité sur un numéro interne qui dicte le résultat de l'interaction. Dans Pokémon, la valeur RNG évolue en permanence, à chaque frame. C'est assez fou. Concrètement, si vous lancez 2 parties identiques, mais en enlevant le premier texte du combat une frame après, la valeur RNG sera différente. Pas les mêmes dégâts. Le combat est un peu différent. Et la RNG influence presque tout dans le jeu. Les captures de Pokémon, certaines statistiques, et bien sûr, les combats aléatoires. A chaque fois que Groguer entre sur une case d'herbe, le jeu consulte la valeur RNG, qui dans Pokémon se situe entre 0 et 255, et la valeur est comparée à un seuil. Si elle est inférieure à 25,
un combat démarre. Ce qui donne donc 10% de chance par case d'avoir un combat. Cumuler 16 fois, c'est pas mal. Et c'est que le premier passage en plus. Et malgré cet RNG favorable, sur le retour, il tente une petite folie. Le chemin optimal pour retourner à Bourg-Palette est celui-ci. Dans ce sens. On peut sauter ces petites collines pour redescendre plus rapidement, en évitant les hautes herbes sur le côté. Arrivé à cette portion, au lieu de contourner par la droite pour jouer la sécurité, Gros Gear bifurque directement dans les herbes. C'est naturellement plus rapide que de faire tout le tour, mais ça l'oblige à traverser 3 cases. Donc 3 occasions potentielles de déclencher un combat. Et un seul combat ici aurait signé le début de la fin de la run, je pense. C'est typiquement le genre de micro-décision qu'il faut prendre à la volée. Il sait déjà qu'il accuse 2,7 secondes de retard. Il sait aussi que le précédent record du monde avait pris exactement le même risque. Alors parfois, faut accepter de le prendre aussi, et cette fois, c'est passé. Bien joué. S'ensuit une micro-optimisation qui montre à quel point la moindre frame compte. En suivant exactement ce trajet, sans rencontrer d'ennemis, sauter cette barrière depuis 7 cases est une frame plus rapide que depuis celle-ci. Pourtant, visuellement, l'animation est identique. Et en reproduisant ce parcours des centaines de fois, les runners ont découvert quelque chose d'assez étonnant. L'effet sonore du saut, si on saute à gauche, entre en conflit avec la musique de fond du jeu. Ce conflit étant mal géré en interne, ça va retarder le jeu d'une frame seulement. C'est ridicule, invisible à l'œil nu. Et pourtant, Gros Gear choisit donc volontairement ce point de saut, sachant que toutes les bonnes conditions sont réunies, pour économiser cette unique frame. Et ouais, à ce niveau-là, on gratte tout. Et en parlant de gratter, ça continue juste après. Plutôt que d'aller tout droit vers le professeur Shen, le runner le contourne pour l'aborder par la gauche. Ce léger pas de côté a un effet bénéfique. Il fait remonter l'écran d'une case. Du coup, Régis apparaît donc une case plus haut. Il a donc moins de pas à faire pour nous rejoindre. Et moins de pas ensuite pour repartir. Couplé au fait qu'il se déplace 2 fois moins vite que Sacha, investir du temps ici en fait regagner juste derrière. On parle de quelques frames comme toujours, mais bon, ça reste une micro-opti. Allez, on repart vers Jadiel pour assister à l'exploit qui rend cette run si particulière. Bon, stop. J'ai mis plusieurs jours à comprendre ce qui venait de se passer ici, malgré toutes les explications que j'ai eues sous les yeux. Mais avant ça, une optimisation sympathique. En montant ici, Gros Gear adopte une trajectoire un peu particulière. Le chemin naturel serait de monter tout droit, bifurquer à droite et continuer. Sauf que ce PNJ, ces personnages contrôlés par l'ordinateur, peut se retrouver pile sur la trajectoire. Et dans ce cas, il faudra le contourner, en marchant sur une case d'herbe supplémentaire, ce qu'on veut absolument éviter. Lorsqu'un PNJ apparaît à l'écran, plusieurs comportements sont possibles. Il peut rester immobile, bouger tout de suite, attendre un petit moment, changer de direction, avec un délai variable entre chaque action. Narrativement, c'est intéressant, mais en speedrun, mieux vaut pas avoir affaire à eux. Celui qui nous intéresse ici est programmé pour apparaître sur 7 cases précises, et ne peut effectuer que 2 actions, se déplacer ou ne rien faire.
Point crucial, il ne peut pas se diriger en dehors de l'écran. Il ne peut se déplacer que sur les cases actuellement disponibles. La preuve, j'ai décalé l'écran d'une case, et il se retrouvait bloqué le pauvre. Mais Gros Gear, lui, va faire l'inverse. Avant de monter, il se décale légèrement à droite. Ce mouvement va donc charger une case supplémentaire à l'écran. Une case sur laquelle le PNJ peut désormais choisir de se déplacer. Et c'est un move payant, la case chargée a été choisie. Le genre de résultat qui fait plaisir. Car s'il avait pris le chemin logique, pour quelques frames au début, ça aurait restreint que 2 choix possibles pour lui. Attendre, et c'est bien pour la run, ou bouger sur la seule case possible, et ça c'est horrible. Bon, lui il s'est fait stopper, et il a même pris un combat dans la foulée. Double peine, dur. Aïe 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 aïe. Je finirai ici avec une statistique incroyable, 2%. Traverser 3 fois ces hautes herbes sans tomber sur une rencontre ennemie relève quasiment du miracle. 2% de chance. La run devient d'un coup très sérieuse, avec un enchaînement d'événements assez unique pour l'instant. Bon, accrochez-vous un peu, il est temps de s'attaquer au plus gros abus de cette run. Je vous ai introduit à la RNG plutôt, cette valeur en mémoire qui évolue au fil du temps, qui permet de produire du hasard dans un jeu. Mais si on remonte à l'origine de cette valeur, d'où vient le tout premier nombre? Celui dont découle toute la suite. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle la seed, la graine. Pour qu'une partie soit différente d'un joueur à l'autre, il faut que ce point de départ varie, forcément. Cette seed, cette première valeur, peut être générée à partir de plusieurs sources. Par exemple, l'heure exacte de la console lorsqu'on la démarre, le jeu la récupère, lui fait un petit calcul, et voilà, on a une seed de départ. Ou aussi, le nombre de frames écoulés jusqu'à ce qu'on appuie sur nouvelle partie. Le jeu pourrait s'en servir pour créer une seed de la même façon. Vous voyez l'idée? Trouver une valeur d'ancrage qui va déterminer toute la suite de la RNG. C'est donc ça la seed. Et parlons un peu maintenant de la RNG elle-même. Comme on l'a vu, dans la plupart des jeux, cette valeur n'évolue que lorsqu'on en a besoin. Le jeu veut un résultat aléatoire, il appelle la RNG, et le résultat est renvoyé au jeu. Mais dans les premiers Pokémon, le fonctionnement est un peu différent. La RNG est mise à jour en permanence, même lorsque rien de particulier se produit à l'écran. Sa valeur continue de bouger tout le temps. Pourquoi? Parce que dans les coulisses, elle s'appuie sur un compteur interne à la Game Boy elle-même, qui va de 0 à 255 en boucle, sans arrêt, des milliers de fois par seconde. Lorsque le jeu a besoin de hasard, il lit la valeur actuelle de ce compteur, la fait évoluer avec la RNG d'avant et d'autres valeurs toutes simples, et génère ainsi une nouvelle valeur aléatoire. Du coup, sur le papier, ce système semble offrir une variabilité énorme. Mais en réalité, il contient une faille majeure. Au démarrage de la console, ce fameux compteur, et donc la RNG qui en découle, repartent tous les deux de 0. Même point de départ, à chaque allumage. Et à partir de là, si vous reproduisez exactement les mêmes actions, au même rythme, alors le jeu produira exactement les mêmes résultats. Mais je vais vous le prouver. Voyez cette expérience. Je démarre le jeu. Je passe tous les écrans d'intro le plus vite possible, à la toute première frame où c'est autorisé. On verra comment on fait après. Je charge la partie. Stop, je suis en jeu à 16 secondes 19. Je pars immédiatement sur les herbes à gauche. Hop, un combat. Un Piafabec niveau 8. Ok. Allez, on recommence. Je reset l'émulateur. Je passe les écrans exactement de la même manière. D'ailleurs, comment on skip tous ces écrans à la première frame à chaque fois? En vrai, c'est assez simple. Toute l'intro est composée de 6 écrans. Les deux premiers, Game Boy et les crédits, ne peuvent pas être passés. Par contre, il suffit de buffer O, Select et B pour que les deux écrans qui suivent, Game Freak et Combat Pokémon, soient sautés automatiquement dès que possible. L'écran titre qui vient ensuite est bloqué quelques secondes. Mais pareil, on buffer Start et il sera sauté aussi à la première frame disponible. Voilà. Et on buffer A dans la foulée, ce qui va sélectionner Continuer et charger la sauvegarde automatiquement, clac clac, comme un enchaînement. Résultat, avec une seule série d'inputs buffer correctement, me revoilà en jeu exactement au bout de 16 secondes 19. Et là, même case, même Pokémon. C'est fou, non?
Parce qu'en redémarrant la console, le fameux compteur redémarrant toujours de 0. Et si on reproduit les mêmes actions au même rythme pour se retrouver en jeu à la même frame, la donnée en haut sera de la même valeur et la RNG sera identique. C'est plus de la chance, c'est une mécanique entièrement déterministe. Autrement dit, la RNG a été manipulée. Mais regardez ça, toutes sortes de stratagèmes qui consistent à redémarrer le jeu pour reproduire certains parcours scrupuleusement. Ici, un Pokémon rare de très haut niveau garanti. C'est la manip pour avoir ce Pokémon. Là, une grotte normalement infestée d'ennemis, mais qui, avec le bon parcours manipulé, n'en déclenche aucun. Plusieurs minutes de marche sans la moindre rencontre, c'est fou. Mais comment ces manips sont découvertes? On y reviendra, ça fait déjà beaucoup pour l'instant. Revenons sur la run, car la manip que Grogear accomplit, c'est celle-ci. Il se place sur cette case de départ, quitte le jeu, et là ça commence. Il maintient brièvement la flèche bas et A sur l'écran du début pour changer la couleur de la Game Boy. Car oui, on pouvait appuyer ou maintenir certains boutons pour changer la palette de couleurs de la console. La run se jouait en fait sur Game Boy Color, sorti un peu plus tard pour améliorer l'expérience. Ça apportait une teinte différente pendant les parties, c'était plutôt sympa. Et ce petit changement de couleur fait déjà partie de la manip, car il va décaler légèrement dans le code le moment où la RNG sera calculée, un peu plus tard. Il fait ensuite tout le reste comme je l'ai expliqué avant, en passant tous les écrans successifs. Il enclenche la direction, et là il suit scrupuleusement le chemin. D'ailleurs, est-ce que vous remarquez quelque chose? Il fait des micros arrêts ça et là. Si on se place devant un objet et qu'on appuie sur A, on le ramasse, logique. Le jeu lance une instruction qu'on pourra appeler interaction. Mais si vous n'avez rien devant vous et que vous appuyez A quand même, cette routine s'exécute malgré tout. Si vous vous amusez à courir et appuyer sur A, le perso marquera donc un léger temps d'arrêt à cause de l'interaction supposée. Ouais, c'est très subtil à voir. Ces appuis sur A répétés, représentés ici par ces carrés verts, sont parfaitement exécutés par Grogear et font partie intégrante de la manipulation. Chaque pression déclenche du code supplémentaire, vont retarder petit à petit la lecture du fameux compteur, 2 frames par-ci, 2 frames par-là, et à la toute fin, tous ces petits décalages chopent une succession parfaite et attendue de plein de RNG favorables. Un combat déclenché sur 7 cases précises, avec un Piafabec niveau 5 surpuissant, et ont des statistiques idéales pour la run. Et c'est pas fini, il reste encore une étape. La manipulation se termine maintenant. On peut pas le savoir comme ça, mais Grogear a appuyé sur un timing serré, ici, supprimant la dialogue au bon tempo, pour que la RNG manipulée juste derrière permette de capturer ce Pokémon du premier coup, sans avoir à l'affaiblir au préalable. Un tel risque habituellement échouerait 75% du temps, on va dire. Et voilà, la manipulation est enfin terminée. Mais que je résume bien au cas où c'est pas clair. Vous venez d'assister à une séquence d'input calibrée sur près de 25 secondes. Tout ça pour mener à une RNG et à un résultat précis, connu à l'avance. Tous les inputs devaient être frame perfect. Certes, on peut les buffer, mais à tout moment, un input légèrement mal timé, un moment d'inattention, une direction trop appuyée, la manip était foutue. Et donc l'instant crucial aurait été différent. La case voulue n'aurait généré aucun combat, et la run était tout simplement terminée. Impressionnant. Avant d'arriver à la prouesse de la run, faisons un bilan rapide. Le dernier split lui a fait gagner presque 10 secondes par rapport à son dernier record, établi le mois précédent, en 11 minutes 41 secondes, classé 3ème à l'époque. Ce gain significatif ne vient pas d'une nouvelle stratégie, c'est juste à cause de ça. Une rencontre malheureuse dans les hautes herbes. Donc sans rien faire d'extraordinaire ici, il récupère un gain net d'environ 10 secondes, le temps du combat qui n'a pas eu lieu du coup. Et maintenant il faut concrétiser. À ce moment précis, il est plus du tout en pilote automatique. Il est bien redressé sur la chaise, ça promet.
Allez, c'est l'heure. Stop, la prouesse de la run n'est même pas finie. Cette manip monumentale va continuer et le mener droit vers le Panthéon. Mais faisons une dernière pause. Grogir s'est dirigé vers le centre Pokémon le plus proche, pour se débarrasser de son Salamèche, désormais relégué au second plan. Piafabec sera bien plus fort pour la suite. Il soigne également son Piafabec fraîchement capturé, alors qu'il était pourtant full HP. Curieux. Les dernières pièces du puzzle sont en place. Encore un peu de patience, promis. Analysons maintenant la première étape de ce qu'on a vu. Avant d'expliquer le parcours de fou qui est fait ici, sans rater une bifurcation, une interaction avec le bouton A, en faisant tout de tête, le fruit de centaines d'heures d'entraînement, je vais éclaircir enfin un point important. Qui trouve ces séquences farfelues, absurdes, et qui mènent pourtant à des scénarios hyper précis et spécifiques? Déjà, les manipulations de RNG sont à la portée de tous. Il suffit de se mettre sur une case, au hasard peu importe, sauvegarder et recharger la partie en reproduisant les mêmes inputs, et avec un peu de chance, vous pourriez trouver un truc cool à partager. Comme un Pokémon un peu plus rare que la normale. Si vous vous baladez sur YouTube, vous pouvez en trouver facilement. Des joueurs passionnés qui partagent leurs découvertes pour améliorer vos runs ou vos parties. Et ça fait plaisir à voir. Dans la pratique, ils ont testé encore et encore, en variant légèrement les inputs parfois, à chaque tentative, dans l'espoir de tomber sur un scénario favorable, comme un Pokémon surpuissant par exemple. C'est long, mais c'est gratifiant. Mais lorsque des speedrunners cherchent le moyen le plus rapide de terminer un jeu, vous savez qu'ils sont prêts à tout. Ils ont littéralement créé des programmes capables de jouer au jeu en boucle à partir d'innombrables positions sur la carte, testant des milliers de scénarios différents, avec des inputs qui varient à chaque fois. Un essai qui va appuyer ici, un autre qui va aller à gauche, des milliers, parfois des millions de variations sur plusieurs jours. Et après des centaines d'heures de recherche, ces programmes finissent par trouver des séquences d'inputs précises, reproductibles et capables de provoquer des situations uniques et extrêmement utiles en speedrun. La manip précédente par exemple, c'était une case précise, un combat précis, des stats de Pokémon précis, et en plus une capture garantie à 100%. Un scénario déterminé de A à Z, clé en main. Et dans la run donc, un programme a fini par découvrir 7 combinaisons précises. Grogir l'exécute à la perfection donc, jusqu'à atteindre une case précise. Et là, un combat se déclenche, mais pas n'importe lequel. Un Pikachu. Un Pikachu bien énervé, qui le foudroie d'un coup critique. Pas de panique, c'est voulu. Coup critique, déclenché grâce à certains inputs du joueur, très bien timés au début du combat. Des timings durs à réaliser. Let's go! Let's go! J'ai bien fait? Let's go! Souvent raté. Non, j'ai raté la frame. Et dans ce cas, Pikachu lance rugissement au lieu de faire attaque éclair. Non, j'ai raté la frame. Ah, j'ai raté la frame. Ah, je me déteste. Le combat s'allonge et c'est très frustrant. Ah, please. Crit. Crit. Ah, dommage. Et donc, toute cette longue manipulation, ce scénario tiré par les cheveux, sert en réalité à provoquer un bug précis. Le Trainer Fly Glitch. En dehors des combats dans les hautes herbes,
Une grande partie du jeu consiste à affronter des dresseurs disséminés sur les routes. Lorsque vous passez dans leur champ de vision, on se fait interpeller. Combat forcé. Mais que se passe-t-il si une rencontre aléatoire se déclenche exactement sur la même case qu'un déclenchement de dresseur? Et bah rien d'extraordinaire en vérité, c'est prévu par le jeu. Le combat sauvage se termine, et celui du dresseur qui attendait son tour prend le relais. Mais maintenant, imaginez que le scénario de la run arrive, que vous mouriez dans le premier combat aléatoire des hautes herbes. Regardez bien. Vous voyez? Le script du dresseur s'est déclenché. Mais vous êtes mort. Et quand on est mort, on se fait téléporter directement au dernier centre Pokémon, dans lequel le runner s'est soigné volontairement juste avant, en prévision. Et là, le jeu se retrouve dans un état incohérent, que le joueur va exploiter ensuite. C'est donc ça la finalité de cette manipulation. Un chemin ultra long, sans ennemis, qui mène à un combat sur une case qu'un dresseur attaque, avec un Pokémon surpuissant, qui en plus nous met un coup critique. Bref, une folie. Le dénouement est proche. Groguier se redirige à nouveau dans la zone précédente, en pleine manip toujours. Rendez-vous dans quelques minutes, je vous promets que ça vaut le coup. Bravo, le jeu est terminé. Il m'a fallu plusieurs semaines pour comprendre, je mens pas. Cette fin de jeu concerne directement la programmation du jeu, c'est assez technique. Je vais simplifier au plus possible, pour que vous compreniez comment il s'est téléporté directement au Panthéon. Ultime analyse. En revenant dans la forêt de Jade, dont il s'était échappé juste avant un combat de dresseur, un affrontement se déclenche directement.
comme s'il se faisait défier par un dresseur invisible. Chaque zone du jeu contenant les dresseurs est pilotée en fait par un petit programme interne qui augmente un petit compteur à chaque fois. La valeur passe à 1 quand on se fait interpeller, puis à 2 quand on est en combat. Que j'ai gagné ou perdu, la séquence se termine proprement et le script est remis à 0. Le jeu fonctionne ainsi, pour bien gérer le séquencement des événements et pas être perdu. Alors qu'ici, le script repasse bien à 0 en sortie du combat, à 1 dans la foulée, à cause du dresseur qui l'interpelle, mais ne monte jamais à 2 du coup. Et à partir de là, la forêt contient un programme dans un état incohérent, une situation qui n'est jamais censée se produire en vrai. Et c'est exactement l'effet de bord qu'on observe ici. En arrivant à nouveau dans la zone, le script, toujours bloqué à 1, pense que le combat précédent est toujours en attente un peu, et le déclenche direct. Et là, le programme ne passe pas à 2 logiquement, mais à 4. Une valeur qui ne devrait jamais monter aussi haut dans un déroulement classique. On entre dans un état du jeu de plus en plus instable. À la fin du combat, le jeu lit cette valeur et disjoncte complètement. En atteignant l'état 4, il va chercher à exécuter des choses qui ne correspondent plus à un contexte logique, et affiche ceci, une boîte de dialogue bizarre, sur une seule frame à peine, qui contient un ordre de lancer un nouveau combat. Et ça repart. Je rappelle que tout ce que vous voyez ici n'est pas le fruit du hasard, hein. C'est des comportements provoqués, volontaires, c'est attendu. À la sortie du second combat, le programme est donc en état 6. Cette fois, il ne relance plus heureusement, mais cet état interfère directement avec le jeu en lui-même. Regardez comment Grogear se déplace. En réalité, l'état 6 tente d'afficher une boîte de dialogue à chaque frame. On la voit pas à l'écran, mais elle existe bel et bien. C'est pour ça que le jeu est un peu saccadé. La preuve, ce PNJ disparaît et réapparaît par à-coups, subissant la présence supposée de la dialogue. Un vrai parcours du combattant contre le jeu. Petit rappel quand même, la manip commençait il y a près de 3 minutes, a continué jusque tout récemment. En sortant du centre Pokémon, on est encore sur du par cœur. Un parcours précis, des inputs à la frame, qui manipule la RNG pour ne trigger aucun combat sur ces herbes, et qui donne 2 coups critiques sur les 2 combats qu'on vient de voir, concluant donc ce long récital. On est sur un niveau stratosphérique, personne ne réussit cette longue manip jusque-là généralement. Et là, on y arrive. Tous ces bugs mènent à la fin, à la pirouette informatique qui va permettre de terminer le jeu. Et c'est là qu'il va se passer un truc remarquable. Le genre de dinguerie qui propulse une run si haut qu'elle devient presque irrattrapable. Grogear court alors déclencher un nouveau combat le plus vite possible pour faire passer la valeur à 8 et faire bugger le jeu encore plus. Mais avant, il va se passer ça. Un coup critique au meilleur moment. Là, c'est de la pure chance. La manip est finie depuis quelques instants, c'est un moment presque irréel. Le Pokémon adverse explose en un coup, terminé, au lieu des 2 tours habituels. Près de 6 à 7 secondes gagnées d'un coup, ça c'est énorme. À un moment de la run critique, c'est le cas de le dire. Et à la sortie du combat, la magie se passe. L'état 8 place le jeu dans une situation totalement erronée. Et au lieu de suivre ses instructions habituelles, il va aller chercher ce qu'il doit faire ailleurs. Autre part, dans une zone mémoire qui n'est pas prévue à cet effet. Normalement, on n'a rien à faire ici. Et dans cette zone mémoire, qu'est-ce qu'on y trouve? Une suite de valeurs informatiques, qui ne vont plus être lues comme des données simplement, mais comme des ordres, des instructions à faire. Et si on regarde la ligne qui nous intéresse particulièrement ici, qu'on la transforme en caractère visible, on obtient ça. Le puzzle commence à se résoudre sous nos yeux. Ce nom bizarre n'était pas un délire esthétique, c'était une suite d'instructions soigneusement choisies, écrites par le runner dès le début du jeu, pour communiquer avec le programme maintenant. Vas-y, modifie un peu l'état du jeu, et va regarder ailleurs. Le programme suit alors naïvement sa route dans une zone mémoire toute proche, et tombe sur de nouvelles instructions, encore plus spécifiques. Continue, lis la suite. Une valeur est déjà en place, elle pointe vers un lieu, le Panthéon. Utilise-la, continue, ne t'arrête pas. Mais comment c'est possible? Quelle donnée trompeuse se cache derrière ces instructions abusives? Eh oui, on se trouve ici dans une zone mémoire très particulière, celle du PC Pokémon. Et dans cette zone se trouve Salamèche, que le runner a disposé ici justement, quelques instants auparavant. Ses données, son niveau, ses statistiques, chaque valeur est devenue une instruction. Et le jeu les enchaîne sans réfléchir, sans comprendre. Même le trainer ID manipulé plutôt à son importance. Car tout s'imbrique. Jusqu'à arriver au moment fatidique, où il s'apprête à charger enfin une nouvelle zone, avec une valeur déjà en place. Le Panthéon. Le jeu est dans un état tellement instable que les textures ne s'affichent même plus. En théorie, ça devrait ressembler à ça.
Faut quand même le souligner, cette run est presque divine. En vérité, à ce moment-là, le jeu étant tellement buggé, il y avait 20% de chances que ça crache. Tout simplement. Le code exécuté est tellement instable qu'après tout ce parcours, le jeu pouvait s'arrêter là en fait. La run aurait été annulée brutalement. Au bord du malaise, c'est lui qui me l'a dit, c'est pas moi. Il enchaîne frénétiquement les dernières boîtes de texte et peut enfin savourer la victoire. Le meilleur dresseur est né. Magnifique. Et voilà, c'était le record du monde sur Pokémon premier du nom par Grogear. Honnêtement, c'était la vidéo la plus dure de la chaîne. Comprendre le jeu alors que je le connaissais pas du tout, faire un script cohérent, des séquences intéressantes, enchaîner les allers-retours avec le runner qui m'a beaucoup aidé. Bref, j'espère qu'elle vous a plu autant qu'elle a été dure à réaliser. N'hésitez pas à montrer votre soutien en vous abonnant et en laissant un commentaire, comme d'habitude. C'est vraiment ce qui me donne l'énergie pour continuer ce genre de vidéos qui me tiennent vraiment à cœur. Les 22 000 abonnés dépassés, c'est irréel. Et plus de 7000 sur la chaîne secondaire aussi, c'est beau. On va continuer les efforts, promis. Merci infiniment à mes Patreons pour leur soutien depuis tous ces mois, et les copains du Discord aussi. Ça fait plaisir d'avoir autant de soutien, vraiment. Allez, je pars me reposer un petit peu, et je réattaque sur une de mes runs préférées. Ciao!